Je vais vous lire un autre chapitre. Lieutenant-colonel X, avec Jacques Léger, mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle, contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, guerre de l'information, propagande, révélation d'un cadre des services secrets. Sommaire. Avant-propos, introduction. Rôle connu et méconnu des services secrets. Les missions du XXIe siècle. Ressources humaines, organisation, hiérarchie des services secrets et de leur réseau. De la source inconsciente au cadre des services secrets. La vie de l'employé des services. La vie de l'agent clandestin. Profil des recrues. L'avocat, le psychiatre pilier des services secrets modernes. Méthode de surveillance, méthode de recrutement et de formation, le contrôle des sources et des correspondants et leur manipulation, la manipulation des individus, les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, l'élimination physique, du contre-espionnage à l'intelligence domestique, influence, manipulation des groupes d'individus, influence et contre-influence, ça veut dire propagande blanche et propagande noire, de l'usage et de la surveillance de la culture, de l'usage et de la surveillance des médias de masse, de l'usage et de la surveillance de l'Internet. Conclusion. Service secret, un monde sans loi. Dans d'autres vidéos, je vous ai lu les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, qui englobe de l'harcèlement organisé, de la manipulation et tout, l'élimination physique qui utilise des armes, vous voyez des armes bactériologiques, du poison jusqu'aux indices, manipulation d'indices et comment pousser un individu au suicide ou le pousser à la violence, vous voyez. Et je vous ai lu aussi l'avocat et les avocats et les psychiatres, piliers des services secrets modernes. Vous pouvez trouver ces 3 vidéos. Cette fois, je vais vous lire le contrôle des sources, des correspondants et leur manipulation, et la manipulation des individus. Le contrôle des sources et des correspondants et leur manipulation. Jusqu'à présent, nous avons fait qu'entrevoir l'importance des sources et des correspondants divers des services secrets au regard de l'importance de leur rôle collectivement et de leur nombre et diversité très importante. Rappelons tout d'abord que les sources et les correspondants d'un service secret sont, dans une très large majorité de cas, des agents secrets ponctuels, totalement ou plus ou moins inconscients de l'être. On peut dire que les sources et les correspondants sont au service secret ce que les indiques et les amis sont au service de la police et de la gendarmerie, exception faite de la forme qui doit prendre la relation lorsqu'il s'agisse d'intelligence domestique, plutôt que d'espionnage à l'étranger. Ses sources, ses indices et ses correspondants, ses amis sont très souvent les mêmes personnes, puisque dans ce cas, dans les services de police et de gendarmerie font techniquement partie de la communauté du renseignement, admis officiellement en interne, démenti officiellement auprès de l'opinion publique. Au plus simple, dans les 2 cas de l'espionnage domestique et de l'espionnage à l'étranger, la source des services secrets est une personne ordinaire pouvant appartenir à n'importe quel milieu social, économique qui confie à une
ou un ami un événement jugé extraordinaire, un simple motif arbitraire que celui-ci est perçu comme négatif, contestable, amoral, répréhensible, entaché d'illégalité. Cet événement peut être donc un vol, une mort jugée suspecte, une forte suspicion de délit quelconque. Ensuite de ce premier acte, l'ami de cette source doit être un contact, un correspondant ou un agent des services secrets qui aura filtré l'événement transmis de manière informelle pour que celui-ci puisse être reçu comme un renseignement. Une grande part de hasard intervient donc dans la transformation d'un individu ordinaire en source des services secrets. Il faut ajouter à ce phénomène la possibilité que le contact de la source puisse être un agent ou un correspondant d'un service secret étranger ou d'une organisation, un groupe politique, etc. C'est donc en fonctionnement de ce dernier hasard qu'un individu ordinaire peut, sans le savoir, soit rester un petit mouchard, soit devenir une source d'un service secret étranger. La proposition des sources dans le cas de l'espionnage à l'étranger ne varie pas considérablement dans le temps. Il y a proportionnellement à la population le même nombre de sources renseignant un pays étranger dans un pays donné qu'aujourd'hui, il y a 50 ans. Cependant, il existe tout de même des facteurs qui font varier cette proposition, à commencer par les changements politiques survécus dans chaque pays durant ces 50 dernières années. Tel pays peut considérablement étouffer les moyens de son intelligence domestique, ce qui complique sérieusement la tâche des agents étrangers qui collectent de l'information ou y font de l'influence, ça veut dire propagande, tandis que tel autre peut juger ne pas en avoir besoin et ainsi être plus perméable à ce type d'agression extérieure. Le moyen le plus évident de créer un réseau de contacts dans un pays étranger est de créer un mouvement de dissidence ou un parti politique ou d'implanter des filiales d'entreprises privées ou plus fréquemment une association, ce qui explique pourquoi les entreprises privées étrangères sont si surveillées par les services de contre-espionnage. Nous pouvons arbitrairement parler de pays ouverts ou de pays fermés et effectuer un premier classement grossier selon ce genre de considération, un assez bon indice permettant de porter un premier jugement sur le développement ou la régression de l'espionnage domestique par pays et de consulter le classement mondial des indices de la liberté de la presse, car la corollaire d'une croissance de l'espionnage domestique et une régression quasi proportionnelle de la liberté de sa presse. Les journalistes sont fréquemment des correspondants ou des contacts des services secrets de leur pays, mais ils sont toujours prompts, cependant, à reprendre leur indépendance sitôt qu'on leur rend. Cependant, l'indice de liberté de la presse ne doit pas être considéré comme une preuve, car ceux qui jugent cette liberté s'astreignent eux-mêmes à ce que l'on pourrait pudiquement qualifier de retenue. Il ne gêne pas grand monde de dire que la liberté de presse en Corée du Nord est inexistante. Il peut être plus délicat de révéler qu'elle a sérieusement régressé dans une puissance économique de premier ordre, réputée et soi-disant démocratique, y compris pour l'auteur de ce livre. En outre, lorsque la majorité d'une population est influencée
avec succès par une presse sous contrôle, ce qui arrive fréquemment mais jamais durablement. Cette dernière est la première à dire que sa presse est globalement libre et du même coup à contester un indice de liberté de la presse jugé bas. Une augmentation élevée de l'espionnage domestique est presque toujours proportionnelle à l'impopularité grandissante d'un gouvernement, comme dans notre cas maintenant en France, ou d'un leader politique, ou à une instabilité sociale économique croissante. Et d'un autre côté, plus ces derniers problèmes grandissent et plus l'espionnage domestique de la population devient difficile à pratiquer, car la population vient à le surveiller à son tour et à dénoncer ses agents et ses pratiques. Ce cercle vicieux mène ultimement à une répression policière et à un État despotique, et ainsi que l'actualité nous le rapporte régulièrement lorsque l'état de crise dans un pays atteint son paroxysme. Seuil qui précède de peu la révolte populaire ou la guerre civile. La population se livre alors à une véritable chasse aux indiques, informateurs et agents des services secrets du pays, c'est-à-dire tous ceux dont la raison d'être était justement de prévenir ce risque. D'une manière générale, on constate dans tous les pays et dans toutes les cultures qu'une obsession grandissante du secret dans un gouvernement engendre toujours une obsession proportionnellement grandissante de la conspiration parmi la population. C'est lorsque ce phénomène se produit que le gouvernement détourne l'attention de la population vers un bouc commissaire, lesquels ont toujours un pays étranger ou une minorité. L'indicateur le plus fiable de l'importance de l'espionnage domestique dans un pays jugé à peu près stable, lesquels ne fait l'objet d'aucun indice rendu public, et une observation suivie d'une analyse des opinions et préférences de sa population. Par exemple, une large diversité d'opinions et de préférences de la population témoigne presque toujours d'un espionnage domestique minimum ou normal, puisque tous les services secrets de tous les pays pratiquent l'espionnage domestique pour les évidentes raisons de stabilité intérieure et de défense contre les vulnérables et inévitables tentatives d'invasion étrangère discrète et progressive, lesquelles précéderaient à terme, si rien n'est fait, une véritable ingérence étrangère. Le contraire, on s'en doute, témoigne très souvent d'un espionnage domestique particulièrement actif et important qui n'est pas toujours confirmé dans les mêmes proportions par l'indice de liberté de la presse, en raison de ce qui a été expliqué plus avant à ce propos. C'est un dernier facteur, et non des moindres, qui influence l'importance que les services secrets accordent à leur action d'espionnage domestique et à la perception qui peut subséquemment en avoir la population d'un pays. La santé économique. Un pays économiquement fort, où le taux de chômage est faible, où les revenus moyens sont relativement élevés et garantissant ainsi à une large majorité de la population un bon accès au logement, aux biens et services divers, peut se permettre de pratiquer un espionnage domestique assez important sans que la population s'en indigne ou se sente opprimée. Et même dans de telles sociétés, c'est une majorité de la population qui se déclare prête à collaborer régulièrement avec la police. Globalement, universellement à travers le monde, on peut dire qu'une population donnée accepte d'être espionnée par son propre gouvernement en proportion de la qualité de vie que ces derniers peuvent lui garantir. Ce constat est remarquablement similaire au concept d'engagement défini par le sociologue américain Howard Becker. Le concept d'engagement
Howard Becker explique en gros que l'individu socialement intégré dans son pays et qui jouit pleinement de la plupart des droits ordinaires accordés à la majorité du nombre de la population ne voit aucune raison de ne pas se soumettre aux lois et aux réglementations diverses qui lui sont imposées. Il y a une réciproque dans le concept d'engagement sur lequel Howard Becker insiste, disant que l'individu qui ne jouit pas de tous ces avantages n'a aucune raison logique de se soumettre pleinement à ces lois et réglementations en échange, indépendamment des jugements d'ordre moraux et éthiques. Le contraire témoigne d'une évidence et rationalité, ajoute Howard Becker, ou d'une répression policière particulièrement sévère ordonnée par un gouvernement autoritaire et despotique. Dans de nombreux pays, y compris certains considérés comme soi-disant démocratiques, les sources et les correspondants, premiers collaborateurs de l'espionnage domestique, peuvent devenir de véritables agents des services secrets, inconscients et pourtant tout à fait volontaires, non soumis aux conditions de recrutement et d'existence qui ont été décrites en détail au chapitre précédent. Il est d'ailleurs difficile de trouver un nom pour cette sorte d'agents qui ne sont pas des sources ni des contacts au sens où nous l'avons entendu jusqu'à présent. Tout d'abord, ces agents et sources le sont devenus volontairement et spontanément, sans qu'aucun recrutement, aucune influence des services secrets n'a eu lieu. Mais ils sont tout de même en profil commun à la base. Ils se sont fortement engagés idéologiquement pour une cause ou dans un patriotisme extrémiste. En raison de cet engagement de l'adhésion à un groupe simultanément, ils ont été repérés grâce au méage de l'espionnage domestique, lesquels surveillent particulièrement les émergences et les activités de tout rassemblement politique, idéologique et religieux. Après ce repérage suivi d'une observation, évaluation, une communauté de renseignement moderne choisit entre trois options. Premier, 1. Continuer à observer le rassemblement afin de savoir qu'il va s'éteindre rapidement comme un feu de paille. Le cas le plus fréquent, entre parenthèses, où il y a un leader précédant le charisme et détermination nécessaires pour le faire durer, éventuellement se développer. 2. Aider discrètement le rassemblement. Il peut servir les objectifs courants de l'action influence domestique ou de contre-influence. 3. Nuire discrètement au rassemblement, dans le cas où il est lui-même susceptible de nuire aux objectifs courants de l'intelligence domestique. La communauté de renseignement, c'est-à-dire police, gendarmes, douane, services secrets, et les services secrets plus particulièrement, peuvent aider un rassemblement pour deux possibles raisons. Petit a, les objectifs de ce rassemblement sont positifs, en phase avec ceux des services secrets. Action de propagande blanche. Celui-ci peut être manipulé. Petit b, les objectifs de ce rassemblement sont négatifs, mais peuvent aider les services secrets à atteindre leurs objectifs qui peuvent être une action de propagande noire visant à discréditer une idéologie ou un courant d'idées similaires dans le pays, ou à attirer des individus pour l'instant isolés, et donc difficiles à repérer et identifier, que l'on souhaite connaître et contrôler pour que leur opinion soit jugée dangereuse. Voici un exemple fictif correspondant au cas de un groupe d'étudiants animés par le parent de l'un de ceux-ci peuvent sensibiliser les autres étudiants. Rester passifs jusque-là au problème des jeunes qui se prostituent pour payer leurs frais d'études et de logement. L'action du groupe est consistante et persistante dans le temps, en grande partie grâce à la détermination de son leader, un adulte. Les services secrets ont justement
dans leur priorité du moment une mission de lancement d'une action de propagande blanche visant à préparer l'opinion publique à une prochaine proposition de loi visant à sanctionner lourdement l'encouragement à la prostitution chez les jeunes. Les services secrets vont donc discrètement aider ce groupe en demandant à quelques-uns de leurs contacts réguliers qui sont journalistes d'aller à sa rencontre, puis de lui consacrer un large espace médiatique. Auparavant, très certainement, les services secrets auront cherché à repérer un de ces jeunes militants qui a assez de charisme pour prendre la place du parent d'élève, initiateur du mouvement, parce que cela aura plus d'impact auprès de l'opinion publique. Cette première action médiatique sera reprise par les médias en ligne, journaux, blogs, forums, réseaux sociaux, etc., qui feront ainsi caisse de résonance, ainsi que d'autres gens dans tout le territoire et viennent grossir ce qui devrait ultérieurement devenir un petit mouvement national. Après quoi, un groupe de députés ou de sénateurs déclarera officiellement par la voix des médias être touché par l'appel du public pour des sanctions contre l'incitation passive ou active à la prostitution des jeunes étudiants et présentera le projet de loi qui aurait déjà été préparé depuis plusieurs mois. Voici maintenant un exemple fictif inspiré d'un fait qui s'est réellement produit correspondant à la première possibilité du cas 2B. Un groupe d'étudiants se réclamera de l'idéologie libertarianiste, fait du prosélytisme dans une université. L'action du groupe est consistante et persistante dans le temps, en grande partie grâce à la détermination de son leader, un étudiant. Les services secrets vont largement observer le groupe et même l'étudier, prendre ses membres en photo et les filmer, et surtout repérer parmi eux ceux qui sont les plus virulents ou les plus influents. Durant ce travail d'investigation, ils vont également chercher à savoir qui sont les personnalités politiques actuelles qui, selon eux, ont des opinions ou un programme politique qui se rapproche le plus des leurs. Car cet exemple se produisant dans un pays où l'idéologie dominante est à gauche du spectre des idées politiques, les services secrets connaissent déjà la personnalité qu'ils veulent entendre. Nommé par l'une de ces jeunes, il s'agit du leader d'un parti prônant un libéralisme inspiré par la philosophie John Locke, ainsi qu'une réduction globale de diverses taxes et charges sociales. Lorsque ces préliminaires à l'action de propagande noire sont achevés, un contact des services secrets qui est responsable d'une émission télévisée ayant pour thème les grands faits d'actualité et bref sur le groupe de jeunes libertariens. Les services secrets fournissent à ces contacts des informations et des recommandations précises. Le contact envoie ensuite un caméraman et un journaliste reporter à la rencontre du groupe, et le groupe est filmé durant une de ces manifestations et beaucoup de ses membres sont interviewés. Le groupe se montre ravi d'attirer l'attention des médias télévisés. Il est bien sûr particulièrement enthousiaste, après quoi certaines prises de vue et interviews sont sélectionnées durant le montage de ce qui sera présenté comme le reportage, avec une introduction, un développement et une conclusion. La voix off du reporter est choisie grave, dramatique, avec une pointe de cynisme au moment de commenter certaines images plus frappantes que d'autres. Les séquences montrant la manifestation du groupe insistant sur les militants les plus agressifs
et sur d'autres qui ne sont pas à leur avantage. L'un d'eux a une canette de bière à la main et semble bien éméché. Une autre porte un t-shirt noir à l'emblème de la tête de mort des pirates. Ce sont des interviews des militants les plus maladroits, et une autre lors de laquelle le nom du leader du Parti libéral est cité, qui sont sélectionnés. Le reportage est diffusé une semaine plus tard, à son heure habituelle de programmation, sur une grande chaîne nationale, c'est-à-dire à une heure de grande écoute. Il montre une image bien peu flatteuse du petit groupe présenté comme la manifestation visible d'une inquiétante tendance qui apparaît dans quelques grandes villes du pays depuis quelque temps. Le leader du Parti libéral est associé grâce à l'interview d'un des jeunes libertariens qui cite son nom. Cet amalgame fabriqué et repris par quelques quotidiens et hebdomadaires imprimés et sur Internet, journaux, blogs, forums, réseaux sociaux, lesquels sont caisses de résonance et à l'art un mouvement idéologique absurde inspiré par le leader du Parti libéral. Ce dernier est discrédité pour quelque temps, et plus encore le groupe de jeunes libertariens qui se dissout aussitôt de lui-même. Et certains services secrets nomment ce genre d'opération une diabolisation, c'est-à-dire à faire percevoir un individu, un groupe d'individus, une entreprise ou un pays comme un diable par l'opinion publique. Connotation négative. Encore, voici un exemple fictif inspiré d'un fait qui s'est réellement produit correspondant à la seconde possibilité du cas 2B. Nous partons du même cas que de ce groupe de jeunes libertariens, mais cette fois les services secrets en donnent pour instruction qu'ils soient représentés de manière neutre dans les mêmes émissions télévisées. Cette couverture médiatique a voulu au groupe la venue spontanée du nouveau membre depuis tout le territoire. Parmi ces nouveaux venus, il y a eu 2 agents des services secrets dirigés par un officier traitant, lesquels se sont anonymement fondus dans la masse de ce afflux. L'un excelle dans les réalisations des sites web. Il a spontanément proposé au groupe politique ses services à titre gracieux et au nom de son engagement et de sa solidarité avec les idées de jeunes libertariens. Sa mission pour les services secrets sera d'aider la communication du groupe, mais aussi de subtilement l'orienter. C'est pourquoi il propose la création d'un forum en ligne, dont le but sera d'attirer et d'accueillir autant de partisans que possible. L'autre est responsable d'une petite maison d'édition et qui est fait connaître pour son engagement politique à droite du spectre politique, même si quelques-uns de ses clients lui reprochent tout de même de ne toujours pas avoir fait traduire dans la langue du pays et éditer des ouvrages considérés comme des fondamentaux dans les pays où les idées de droite sont dominantes. Et pour cause, puisqu'il est manipulé ou sous contrôle par les spécialistes des services secrets chargés de la contre-influence. Jusqu'à présent, ce responsable l'a toujours justifié en arguant du coût de la traduction d'un livre très élevé, au-dessus des frais d'impression, de promotion ou de diffusion, que les ventes ne parviendraient peut-être pas à couvrir. Cet éditeur, sur instruction de son contact auprès des services secrets, propose au leader du groupe de jeunes libertariens de publier sa version pour le pays et son programme politique, ce qui fera se matérialiser son existence. Les services secrets ont prévu que ce livre, une fois imprimé, sera vendu dans quelques librairies connues pour leur engagement politique à droite
et même à l'extrême droite du spectre politique, même si les libertariens n'ont rien à voir avec les nationaux socialistes et les fascistes, car il est prévenu que cet amalgame permettra de diaboliser le groupe libertarien et ainsi de stopper ses expansions si jamais celles-ci venaient à se produire. L'ensemble des actions que nous venons de présenter participe d'un type d'opération d'espionnage domestique que les services secrets, qui en sont ordinairement chargés, nomment un noyautage, infiltration d'un petit groupe politique naissant par un ou plusieurs agents des services secrets afin de le contrôler et de l'intoxiquer avec des fausses informations présentées comme secrètes, ou plus simplement de surveiller ses activités. La suite de cette opération consistera à conférer au groupe libertarien, une fois que son contrôle sera parfaitement maîtrisé, une autorité nationale reconnue de la pensée libertarienne, et ainsi ne pas laisser cette place libre à d'éventuels services secrets étrangers qui pourraient en faire une promotion consistante et bien réelle pour servir leurs propres besoins. Peu à peu et par la suite, les nombres sincères du groupe seront manipulés dans le but d'en faire des militants modérés et éventuellement d'autres contacts correspondants ou agents viendront et occuperont des positions dominantes. Ces trois derniers exemples d'opérations de création de groupes d'influence de noyautage de ceux qui sont nés spontanément sans intervention extérieure entrent dans le cadre de la mission d'intelligence domestique courante de nombreux services secrets depuis maintenant 200 ans environ. La Russie, qui est historiquement un adepte régulier, l'a même étendue à la religion dominante de sa population, l'Église orthodoxe, depuis très longtemps, et pas que la Russie. Et d'une manière générale, la surveillance étroite des religions et des lieux de culte est fréquemment pratiquée dans de nombreux pays, ce qui implique la participation active de sources et contacts et agents spécialisés. On le devine aisément. Certaines religions, leurs groupes et d'adeptes de lieux de culte sont plus étroitement surveillés dans certains pays, faisant un petit aparté à ce chapitre pour rappeler pourquoi. 1. La relation entre la religion et la politique est historiquement fort étroite. Il est courant que des prêtres, pasteurs, imams, rabbins et autres usent de leur position privilégiée pour diffuser des idées et défendre des opinions qui contredisent le courant politique idéologique choisi par l'élite politique du pays. 2. À l'inverse, certaines religions jouent un rôle de support, voire de véritables piliers du courant politique et idéologique de certains pays. Celles-ci sont parfois utilisées par des services secrets dans le cadre des missions d'influence des masses dans des pays qu'ils souhaitent conquérir ou dans lesquels ils souhaitent installer un puissant lobby. Cet usage de la religion à des fins de conquête territoriale est vu comme le monde. Et l'exemple historique qui pourrait être cité ici sont innombrables. Le lecteur en a appris quelques-uns à l'école. Les services secrets utilisent fréquemment et depuis trop longtemps des agents se présentant comme des prêtres, pasteurs, imams et autres dans des pays étrangers, parce qu'ils font, sous cette couverture, d'excellents espions et agents d'influence. D'une manière générale, dans les pays où l'intelligence domestique est anormalement importante, les services secrets recrutent massivement contacts, correspondants, agents, personnel sous couverture dans le but d'avoir un regard quasi permanent sur tout ce qui est susceptible de favoriser ou d'abriter d'éventuelles activités d'espionnage de toutes sortes. Ces pays se présentent alors au regard de l'observateur
observateurs avertis comme des véritables États policiers dont les citoyens ont quasiment toutes les mêmes opinions. Ils sont tous des petits mouchards en puissance, typiquement. Les cadres des services secrets de ces pays se sont laissés emporter dans une spirale infernale de l'espionniste et cherchent à faire de la nation un État garnison dont chaque représentant doit se percevoir comme un assiégé. Mais un second examen révèle fréquemment, dans deux cas de ce genre, que cet état d'esprit est délibérément créé de toutes pièces pour canaliser les griefs et le mécontentement de la population vers un pays étranger, représenté comme l'agresseur puissant et sournois, cause de tous les maux du pays. Cette astuce d'influence domestique, dire du bouc commissaire, permet de préserver au moins au long terme, de trouver d'autres solutions. Les autorités et crédits de l'élite dirigeante du pays et de maintenir un semblant de cohésion sociale, stimulé par une forte revendication identitaire de façade. Cependant, le recours de telles techniques d'intelligence domestique ne conduit la population dans les faits qu'à un état collectif de crainte et de paranoïa qui à son tour paralyse l'initiative en toutes choses et place ainsi le pays dans une situation de régression sociale et de sécession économique. Dans un tel cas, les sources et les contacts des services secrets sont plus fréquemment sollicités et deviennent peu à peu de véritables agents officieusement et arbitrairement investis de pouvoir sur le reste de la population, pouvoir arbitraire aux motifs fluctuants qui se sont justifiés par aucun décret ni aucune loi recevable. En marge des lois et décrets officiels apparaît alors une loi de l'implicité que tout le monde est censé connaître, mais que personne ne peut contester ni remettre en question parce qu'elle n'existe pas.